Ok, on va commencer ce webinaire différencié avec BookWidgets et je vais commencer par une petite définition sur le concept de différencier en classe. J'ai ici devant moi un public qui, je pense, connaît très bien le concept de la différenciation, donc on ne va pas trop s'attarder sur ceci, mais c'était quand même utile de rappeler un peu ce que c'est ou comment on le voit. Ici, on a trouvé cette définition qui explique que différencier, c'est proposer des différences au niveau des instructions, des méthodes didactiques et des tâches au sein d'un groupe d'élèves. Et on va baser tout cela sur différents éléments, notamment les prestations, le niveau de maîtrise, les besoins spécifiques, les préférences ou l'intérêt ou la motivation de l'élève, et finalement aussi le rythme de l'apprentissage. Concrètement, dans BookWidgets, où est-ce qu'on va retrouver ces éléments-là ou quels éléments est-ce qu'on va retrouver dans BookWidgets? C'est les 4 éléments qu'on a retrouvés également dans la définition. Donc, différencier selon les besoins d'apprentissage, selon le degré de maîtrise ou les résultats, en fonction des rythmes de chacun et selon les préférences. Et vous avez en même temps le programme de ce webinaire parce que je vais présenter ces éléments-là dans BookWidgets. Et je vais suivre aussi cet ordre-là. Donc, on commence par les besoins d'apprentissage. Et vous allez voir, dans BookWidgets, il n'y a pas un widget où il n'y a pas une option qui permet d'appliquer la différenciation en classe. C'est un ensemble d'outils, de widgets, de paramètres qui vont vous permettre, en fonction de votre situation, d'appliquer la différenciation avec BookWidgets. Donc, aujourd'hui, en aperçu, et il y a beaucoup de choses. Donc, normalement, nos webinaires prennent 1 heure. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus long, mais je vais essayer de quand même me concentrer sur le principal. Et pour vous montrer tout cela de manière très concrète, j'ai ici les 3 widgets les plus utilisés. Vous les connaissez, c'est les quiz, les feuilles de travail et les feuilles de travail fractionnées. Et dans ces 3 widgets-là, déjà, il y a beaucoup de possibilités. Et la preuve, elle est dans les 3 exemples que je vous ai préparés. Et je vais vous mettre les liens des 3 exemples ici dans le chat. Comme ça, vous pouvez essayer vous-même ces exercices-là. Donc, je vais chercher les liens et je vous les mets dans le chat. Et donc, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder les exercices. Vous pouvez essayer de compléter l'exercice et de comparer les 3 exercices. Ce sont 3 fois les mêmes exercices sur le même thème, l'Union européenne, avec quasiment les mêmes questions, mais vous allez voir qu'il y a des différences au niveau des paramètres qui permettent justement d'avoir plusieurs versions et donc de différencier parce qu'on peut donner une version de l'exercice à un certain groupe d'élèves et une autre version à un autre groupe d'élèves. Je vais le montrer quand même de mon côté aussi parce que le webinaire sera enregistré et comme ça, ceux qui regardent l'enregistrement pourront également voir les 3 versions. Donc, je commence par la version numéro 1. Et là, il me demande déjà de l'envoyer parce que c'est déjà une des premières choses, c'est qu'il y a ici le mode examen qui est activé et qui est sur une demi-heure. Et on va voir que dans les autres, ce temps-là peut déjà varier. Donc ici, mon élève va commencer à répondre aux questions, indique les capitales. OK, ici on a Stockholm et ainsi de suite. L'élève doit relier et ici dans la question 3, on voit qu'il y a quelque chose qui va poser un petit défi aux élèves parce qu'il y a plus de mots à droite qu'à gauche. Donc là, c'est pour des élèves avancés, disons. Ici, on a compliqué un peu la chose parce qu'il y a des pièges. Et donc, ils doivent essayer de combiner, mais ils vont avoir des mots de trop à droite. Compléter les mots qui manquent, c'est le texte à trous que vous connaissez.
ici quelle est la somme des nombres d'habitants de ces 3 pays. Les élèves vont calculer et noter la réponse ici. Mettez les différentes étapes de la construction de l'Union européenne dans le bon ordre. Et à la fin, on a un texte ou un exercice une question ouverte, donc un exercice d'expression écrite, et les élèves peuvent envoyer. C'était mon premier exemple et comme je l'avais dit, on va retrouver les mêmes questions dans l'autre version, mais déjà tout de suite, je vois quelques différences. Au niveau du timing, ici, l'élève a 40 minutes. Tout à l'heure, je pense que c'était 30 minutes. Donc, pour différencier, on a vu un des éléments, c'était différencier au niveau du rythme. Ben déjà, ça permet de distinguer certaines choses. On va répondre aux questions et on découvre ici que l'élève peut aussi écouter la consigne. Donc là, j'ai fait un enregistrement de la consigne. Quelle est la capitale de la Belgique? L'élève va pouvoir écouter et répondre aux questions. Et il y a un indice. Là aussi, on n'avait pas d'indice pour... dans mon premier exemple ici, le prof a ajouté des indices. Ma question 2, c'était la même question que tout à l'heure, mais petite différence, les mots à compléter sont dans la consigne. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. J'ai la question 3, j'ai plus les pièges de tout à l'heure. Et puis, dans la question 4, le texte à trous, vous voyez que les mots à compléter, l'exercice reste le même, mais il y a des mots qui sont proposés aux élèves, donc ils doivent faire un choix. Ce n'est pas exactement la même chose, même si au niveau du contenu, l'élève va lire le même texte et compléter le même texte. L'exercice avec le calcul, ici, il a accès à une calculatrice qui se trouve en haut à droite dans l'exercice. La question 6 reste la même, mais j'ai enlevé un certain nombre de phrases, donc c'est un peu plus facile. Et la question 7 reste la même, mais je pense qu'il y a quand même une différence parce que si on va écrire Belgique comme ça sera marqué. Donc, on a activé le correcteur. C'est une option qui n'était pas activée dans la première version. Et la version 3, c'est encore différent parce que ici, l'élève va travailler question par question. C'est toujours une feuille de travail, mais l'élève va donner sa réponse, va vérifier et va ensuite pouvoir passer à la deuxième question. Si vous avez des élèves qui, dans une feuille de travail, parfois sautent des questions, qui ont du mal à avoir cette vue d'ensemble avec toutes les questions, ceci pourrait être intéressant et donc je ne vais pas faire tout l'exercice. Je pense que vous avez compris le principe. Ils vont travailler de cette manière-là et sinon, j'ai activé les mêmes options que dans mon deuxième exemple. Donc, voilà, vous avez testé vous-même. Je vous ai montré beaucoup de choses. Si je vous pose maintenant la question dans le chat, vous pouvez réagir. Quels sont les éléments que vous avez vus qui permettent de différencier? Quelles options, quels paramètres et lesquels vous paraissent intéressantes pour vos cours? Oui, il y a la lecture des questions avec l'audio. C'est une, oui, ajouter l'indice, le temps, le menu défilant, les réponses proposées, la calculatrice, ne pas ajouter de pièges ou bien ajouter des pièges pour des élèves qui ont besoin de plus de défis, les choix multiples, oui, je pense qu'on a le principal, on va vérifier. Et une question à la fois, c'était dans le troisième exemple. Et comment est-ce que j'ai fait?
Ça, c'est important aussi, hein. J'ai d'abord créé une version du widget et puis je l'ai dupliqué, j'en ai fait une copie et dans cette copie, j'ai changé quelques paramètres. Et comme ça, on a une version A, une version B et en fonction du niveau ou des besoins des élèves, on peut leur donner une autre version du même exercice. Vous pouvez même créer des modèles si vous utilisez souvent les mêmes options pour un certain groupe d'élèves. Par exemple, pour certains élèves, vous activez toujours la sélection de texte. Ça, c'est une option qu'on n'a pas trouvée ou j'en ai pas parlé non plus. Mais la sélection du texte, c'est une option dans BookWidgets qui est importante. Et si je vais regarder dans mes exemples, ici, dans mon premier exemple, ce n'est pas activé, la sélection de texte, pour éviter que les élèves copient les phrases et vont peut-être essayer de trouver la réponse ailleurs. Alors qu'ici, c'est activé et c'est important. Pourquoi? Et la sélection de texte permet aux élèves qui utilisent un lecteur, j'ai oublié le terme exact, mais il y a des outils qui permettent de lire le texte à haute voix, un lecteur immersif, c'était ça. Donc, pour pouvoir l'utiliser, la sélection de texte doit être activée. Donc, si vous avez un certain groupe d'élèves qui utilisent toujours ce lecteur immersif et il doit toujours être activé, vous pouvez créer un modèle, donc un gabarit, vous créez un quiz avec ces paramètres-là et la prochaine fois, au lieu de créer un nouveau quiz, vous faites une copie du quiz existant. Ces options-là sont déjà disponibles si vous travaillez avec une version de test, hein. C'est la question de Jérôme dans le chat. Si vous commencez avec BookWidgets et vous créez un compte gratuit pour commencer, vous avez ces options-là également. Je vais vous montrer tout de suite où ces options se trouvent. Je vais juste vérifier les autres options dans la liste pour voir si on avait tout trouvé. On a parlé de la calculatrice qu'on peut oui ou non donner le mode examen où on peut paramétrer le ton et vous avez vu ce qui se passe quand le temps est passé parce que mon premier exemple, je l'avais regardé déjà auparavant, le temps était passé et donc voilà, j'étais obligé de l'envoyer. Le vérificateur de l'orthographe qui est également disponible, mais pas par défaut. C'est une option qu'il faut activer. Et puis, vous avez vu qu'au sein des questions, vous pouvez varier, vous pouvez ajouter des pièges ou pas. Le texte à trous, ajouter un menu déroulant ou pas, ce sont des choses à paramétrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer tout cela dans BookWidgets et je vais aussi répondre à la question qui vient d'être posée dans le chat. Je vais juste quitter ma présentation et je vais aller vers mon compte BookWidgets ici. Voilà. Et j'ai ici un quiz ou plutôt une feuille de travail et la plupart des options dont j'ai parlé se trouvent sous Général. Donc, ici, je ne parle pas de la création des questions parce que vous êtes déjà utilisateur avancé de BookWidgets. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder aussi les webinaires que vous trouverez sur notre site web, les webinaires pour débutants. Je vous montrerai encore où vous pouvez les trouver. Et donc, je passe directement à la partie générale. Et ici, il y a un certain nombre d'options qui sont très utiles dans le cadre de la différenciation. Notamment, ordre des réponses strictes. Ça, c'est ce que vous avez vu dans ma version 3, où les élèves devaient travailler question par question. Et si vous activez ça, vous avez des options supplémentaires. Montrer la correction et la justification après chaque question. Dans mon exemple, c'était activé et permettre aux élèves de voir les réponses précédentes. Donc, ça, déjà, c'est cette option-là. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas pertinents
dans le cadre de ce webinaire-ci, mais par contre, le vérificateur de l'orthographe, vous l'activez ici. Attention, ce n'est pas un vérificateur de BookWidgets, c'est le vérificateur du navigateur que l'élève utilise. Et donc là, il faut faire attention parce que si vous êtes prof de néerlandais, vous avez des élèves francophones, vous voulez leur donner accès à ce vérificateur dans la langue cible. Il faut faire attention, il faut vérifier dans les paramètres de leur navigateur si la langue a été ajoutée. Donc, normalement, ce n'est pas très compliqué. Dans les paramètres du navigateur, vous pouvez facilement ajouter des langues. Mais c'est important de vérifier ça. Autoriser la sélection de texte, j'en ai parlé, ça c'est important pour les lecteurs immersifs. La calculatrice se trouve également ici et là on a le principal, mais je dois aussi vous montrer sous titre et rapport le mode examen. Donc ici, le mode examen, si vous l'activez, vous pouvez paramétrer la durée en minutes. Donc ici, par défaut, il met ça sur 30 minutes. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez tester ces options-là ou d'abord créer une version, disons, normale de votre widget et puis en faire une copie pour tester ces options-là. Donc, je vais peut-être montrer ça. Je pense que vous avez déjà fait des copies de widgets, mais pour être certain, donc ici, en cliquant sur la flèche, on peut dupliquer un widget. Et puis, une fois que vous l'avez dupliqué, vous pouvez la modifier. Pour répondre à la question qui a été posée dans le chat, si j'ai un nouveau widget, donc un quiz ou une feuille de travail, et je veux importer des questions qui ont été créées déjà dans un autre widget, c'est possible. Avec la roue dentée en haut à droite, il y a moyen d'importer des questions d'un widget. Donc ici, si je fais importer d'un widget et je prends celui de l'Union européenne, je peux sélectionner quelques questions ou toutes les questions et les importer dans ma nouvelle feuille de travail. Et je pourrais faire Union européenne version 2. C'est une autre possibilité. Voilà. Comment faire un modèle? Donc, je crée un widget et je vais faire une feuille de travail et je vais le donner comme nom modèle, peut-être en majuscule pour que ce soit bien visible. Je ne mets pas de questions parce que ici, dans ce modèle, je veux toujours activer la calculatrice simple et le vérificateur, par exemple. J'invente, mais voilà, je veux toujours activer ces deux options-là. Et donc, je peux dire modèle, calculatrice, plus vérificateur d'orthographe, et je fais comme ça. Et je ne dois même pas cliquer sur partager. J'ai ici mon modèle. Et la prochaine fois que je veux utiliser ou créer une feuille de travail avec la calculatrice et le vérificateur d'orthographe, je ne vais pas cliquer sur créer un widget, mais je vais dupliquer celui-ci. Et je suis parti. Donc, ça, c'est un peu l'idée parce que voilà, si vous avez 4-5 paramètres que vous utilisez toujours, ça sera plus simple de le faire de cette manière-ci que de paramétrer ça à chaque fois avec le risque d'oublier de temps en temps certaines de vos options ou certains de vos paramétrages. Voilà, donc là, vous avez vu les principales options que j'ai déjà présentées dans mes 3 exemples de tout à l'heure. Et puis, la question, c'est, vous avez maintenant ces 3 versions ou ces 2 versions d'un widget. Comment partager la version A uniquement avec les élèves plus avancés et la version B uniquement avec les élèves avec certains besoins spécifiques? Et c'est possible dans Teams, mais aussi dans Classroom. Je vous montre ça ici. Je suis
ici connecté à Teams. Si je vais dans Français et je vais ajouter un nouveau devoir. Dans la partie application, je cherche Book Widgets. Et je vais par exemple choisir celui-ci. Donc, j'ai un court-métrage avec un exercice. OK. J'enregistre. Là, il faut cliquer sur oui pour avoir les points du widget aussi comme total de points pour le devoir dans Teams. Voilà, il a été ajouté. Et puis, dans Teams même, vous avez des options pour sélectionner les élèves. Ici, il y a la partie tous les étudiants. Là, vous pouvez sélectionner étudiants individuels ou même des groupes d'étudiants. Donc, vous pouvez faire votre choix ici. Je ne peux pas vraiment le montrer parce que c'est un exemple fictif avec une seule élève dans ma classe. Mais donc, sous cette option-là, il y a moyen de différencier dans Teams. Et dans Classroom, c'est un peu différent, mais ça revient à la même chose. Je vais prendre ce cours-ci. Je vais, ici, mon compte est en anglais, mais vous voyez très bien où je me trouve. Donc, je vais créer un nouveau devoir Book Widgets. Je dois me connecter et si je sélectionne, par exemple, celui-ci, je dois sélectionner mon cours, mais je ne dois pas forcément l'envoyer à tout le monde. Si je clique ici sur « Envoyer à Google Classroom », ça sera publié pour tous les élèves qui sont membres de ce cours. Mais en cliquant sur la petite flèche, on peut l'enregistrer comme brouillon dans Google Classroom. Et si je fais ça, je peux aller chercher mon devoir dans Google Classroom même. Dans les brouillons, je vais retrouver ça et je peux partager avec certains élèves de mon choix. Voilà. Je reviens sur la présentation. OK. On est toujours dans la première partie, la différenciation selon les besoins d'apprentissage. Et ici, on met un peu l'accent sur toutes les fonctionnalités audio. Vous l'avez vu dans ma version 2 et la version 3. J'avais ajouté des extraits audio pour la consigne. Et ici, vous voyez un aperçu des différents widgets où on peut jouer avec de l'audio. Là j'ai fait une fausse manipulation avec la souris. Donc ici, j'ai différents widgets où on peut ajouter de l'audio, ce qui est très pratique pour les élèves, l'audio, parce qu'ils peuvent réécouter. S'ils ont besoin de réécouter 3, 4, 5 fois, il n'y a pas de souci, ils peuvent très facilement le réécouter. J'ai des exemples, notamment ici, pour les jeux où les élèves doivent faire des paires. Il y a ces deux exemples-ci. On a nouvelle fonctionnalité qui permet d'ajouter de l'audio et les élèves peuvent écouter. Voilà. Et ça se trouve, ou c'est disponible également dans cet exercice-ci. Voilà. Donc là aussi, si vous avez des élèves dyslexiques, des élèves qui ne maîtrisent pas encore le français parce qu'ils ne parlent pas le français à la maison, ça peut souvent aider de pouvoir écouter les mots. Voilà. Donc, et pareil, dans les flashcards, on peut ajouter de l'audio ici. Je vais peut-être vous montrer ça aussi, parce que c'est intéressant de montrer aussi, bien sûr, comment le paramétrer. Je vais
d'abord fermer quelques onglets et puis ici, là, je vais créer un nouveau widget des flashcards, flash. Et si vous ajoutez des cartes, vous pouvez ajouter non seulement des images, mais aussi des extraits audio. Et il y a aussi la possibilité d'ajouter de l'audio automatique. Ici, sous Général, il y a les options vocales. Et là, il y a un moyen d'utiliser. Donc, en anglais, ça s'appelle text-to-speech. Donc, le navigateur qui va lire les mots. Et ça, c'est un grand avantage parce qu'auparavant, le prof devait faire l'enregistrement des mots dans les cartes même, ajouter des extraits audio ici. Donc, c'est plus nécessaire. C'est une mise à jour qui a été faite il y a quelques semaines, donc, dont, entre autres, les flashcards sous Général, option vocale. Vous avez désormais cette option qui permet de lire les mots. Donc les élèves peuvent écouter les mots de cette manière-là. Donc, il y a l'audio, mais il y a aussi les fonctionnalités vidéo. Et là aussi, les élèves peuvent regarder plusieurs fois la vidéo. S'ils ont besoin de voir la vidéo 3 à 4 fois, il n'y a pas de souci, ils peuvent revoir la vidéo plusieurs fois. J'ai des exemples ici. Donc, un exemple avec ici sur le chocolat. Donc là, c'est vraiment très visuel, très interactif. Il y a moyen de regarder ces différentes vidéos ici et l'élève peut regarder ça à son rythme. Et j'ai un autre exemple avec une image à zone réactive où on a comme image d'arrière-plan une carte du monde. Les élèves vont cliquer sur les différents points et regarder les vidéos. Ici, il n'y a pas d'exercice, mais c'est possible d'ajouter aussi des exercices dans une telle image à zone réactive et donc d'avoir des vidéos à regarder et des petits quiz ou des petits exercices à compléter sur base des éléments que les élèves ont vus dans la vidéo. Mais également dans les feuilles de travail, bien sûr. Ça, c'est un classique. L'élève va regarder la vidéo et puis répondre aux questions dans la feuille de travail. Et ici, ce n'est pas une feuille de travail, c'est le mot anglais, c'est whiteboard, donc le tableau blanc où l'élève peut écrire ou dessiner, parce qu'ici, c'était une vidéo avec un élève qui, à la fin, sur son examen, il ne va pas répondre à la question à l'écrit, mais il va faire un dessin. Et donc, on va demander aux élèves de faire la même chose. C'est également possible. Mais l'idée, c'est de travailler avec la vidéo parce que c'est vraiment facile d'intégrer des vidéos YouTube, entre autres, dans les feuilles de travail ou dans les quiz. Je pense que vous le connaissez, mais je vais quand même le montrer comment ça fonctionne. Si vous travaillez par exemple avec une feuille de travail fractionnée, vous avez la partie question, mais vous avez aussi la partie texte et le mot texte est un peu trompeur parce que dans la partie texte, on va aussi pouvoir ajouter des vidéos et je vais vite chercher une vidéo sur l'Union européenne, par exemple. Et donc, j'ai changé d'image, mais c'est pas grave. Je suis sur mon deuxième écran en train de chercher une vidéo. Je l'ai trouvée. Et donc, ici, je vais sur la partie texte, mais je ne vais pas écrire un texte, ou je peux écrire une petite consigne, par exemple, mais je vais surtout cliquer sur la caméra pour ajouter le lien YouTube. Et là, j'ai ma vidéo. Je pourrais même ajouter une deuxième vidéo ici. Et si on va regarder l'aperçu, l'élève va avoir à gauche la vidéo et à droite les questions que je dois encore ajouter. Voilà. Je retourne à ma présentation.
On passe à la deuxième étape. Donc, on a fait la différenciation en fonction des besoins spécifiques. Il y avait aussi différencier en fonction du niveau de maîtrise. Bon, il y a des ressemblances ou des choses des options que vous avez vues tout à l'heure qui peuvent également revenir ici. Mais ce qu'on aimerait développer ici, c'est pour évaluer le niveau de maîtrise ou pour différencier en fonction du niveau de maîtrise, il faut d'abord évaluer le niveau de maîtrise, il faut d'abord connaître le niveau de maîtrise des élèves. Et c'est là que les quiz et les feuilles de travail ou feuilles de travail fractionnées ont une option intéressante. Et je ne vais pas en dire plus. Je vais de nouveau vous faire tester ça. Je vous mets en lien dans le chat. C'est un petit quiz ou une petite feuille de travail. Je vous demande de compléter cette feuille de travail et de faire beaucoup d'erreurs. Donc, la première fois, vous faites beaucoup d'erreurs. Vous pouvez même ne pas répondre à certaines questions. Et puis, à la fin, vous cliquez sur Envoyer ou vous cliquez sur Terminer et vous allez voir ce qui se passe. Et puis, vous allez refaire l'exercice et essayer de donner les bonnes réponses et voir ce qui se passe ensuite. Je vais entre-temps faire la même chose pour ceux qui regardent la vidéo par après. Donc, comme je disais, on va faire beaucoup d'erreurs la première fois. Donc, indique les capitales, mais je n'ai pas bien lu la consigne, donc je vais écrire les pays. Voilà, montrer le score. Et là, vous l'avez vu, je reçois un feedback automatique. Donc, le feedback me dit, dommage, tu ne maîtrises pas encore la théorie, relis les explications, etc. Et il y a même un extrait audio. Donc, je pense que c'est la même chose. Je vais écouter. Dommage, tu ne maîtrises pas. Voilà, j'avais fait un extrait, un enregistrement audio de ce commentaire. Alors, avec le crayon, je vais recommencer et là, je vais essayer de donner les bonnes réponses. Voilà. Et là, si je montre le score, j'ai 11 sur 11 et comme commentaire, je reçois un code que je peux utiliser pour l'exercice 2. Donc, il va y avoir un autre exercice et cet exercice-là a un mot de passe de démarrage. Et voilà, je suis parti pour la suite du processus d'apprentissage. Comment paramétrer ceci? Je reviens sur un exercice. Je vais fermer quelques onglets et je vais revenir ici sur mon compte. Je reste dans celui-ci. Je vais sous Général, options de correction et de notation. Lors du webinaire pour débutants, je dis toujours c'est l'option la plus importante ici parce que là, vous dites est-ce qu'on veut oui ou non afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé. Ici, par exemple, on ne veut pas afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé. Par contre, on veut paramétrer des commentaires. Et paramétrer des commentaires, c'est ça que vous avez vu, hein, les commentaires en fonction du résultat. C'est ce qu'on peut paramétrer ici. On va donc ajouter des commentaires. Et la première fois, c'est peut-être un peu bizarre. C'est un peu
vous ne voyez peut-être pas la logique la première fois, mais après, vous allez comprendre. Donc, je vous explique ici. Si le score est inférieur ou égal à 100, et 100, c'est en pourcent, donc 100%, hein, vous avez un exercice qui vaut 17 points, il va automatiquement faire le calcul. Donc, si l'élève a en dessous de 100, on va dire très bien. Si l'élève a, donc si le score est en dessous de 50, on va dire tu dois étudier la théorie et puis refaire l'exercice. Voilà. Donc, ici, si l'élève a 51% ou quelque chose entre 51 et 100%, il va avoir le feedback ici. Si le score est égal ou inférieur à 50, il va avoir le commentaire ici. Voilà. Et donc, si l'élève a 30%, il va avoir celui-ci. Donc, il n'y a pas de chevauchement, hein. Donc, ici, l'élève reçoit toujours l'un des deux ou l'un des trois ou quatre parce que vous pouvez en ajouter plusieurs. Et comme vous l'avez vu dans mon exemple, vous pouvez aussi ajouter de l'audio ici avec un enregistrement audio que vous faites directement dans BookWidgets, ou même une petite vidéo explicative, ou même un lien vers un autre exercice. Hein. Vous ajoutez un lien, ça peut être un lien vers un autre exercice BookWidgets. Et pareil, bien sûr, pour ceux qui ont le bon résultat. Et si vous écrivez le code pour l'exercice suivant et voilà, vous allez ensuite créer un nouvel exercice. Donc, je vais fermer celui-ci. Vous créez un nouvel exercice, par exemple une feuille de travail. Et là, sous Général, vous paramétrez un mot de passe de démarrage et vous mettez ce code-là. Et vous dites, par exemple, il suffit que les élèves complètent ce mot de passe que la première fois ou ils doivent le compléter à chaque fois s'ils vont ouvrir l'exercice plusieurs fois. Je vais juste encore revenir sur mon exemple de tout à l'heure. Donc, je l'ai paramétré sous Général, option de correction et puis dans la partie commentaires. Mais vous avez vu que dans mon exemple, on avait donné aux élèves la possibilité de refaire l'exercice parce que je vous ai demandé de le faire 2 fois. Et donc, on active l'option toujours autoriser la modification. Si je prends l'aperçu, je vais voir que normalement, j'ai moyen de recommencer. Donc, une fois que, oui, ici, je n'ai pas de questions, mais vous avez vu dans l'exemple que je vous ai envoyé que vous avez le crayon en haut à droite qui vous permet de recommencer. Et bon, ici, il y a une différence, c'est que c'est un exercice qui ne sera pas envoyé. Le score est montré directement. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas l'enveloppe, mais la petite coche. Mais l'exercice peut donc, ou l'élève peut donc recommencer l'exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le paramétrage de ces commentaires? Si on a, n'hésitez pas à les poser. C'est peut-être un peu compliqué la première fois, mais une fois que vous avez fait l'exercice, c'est assez logique et vous pouvez toujours le tester vous-même. Hein. Donc, vous avez ce bouton aperçu que je viens d'utiliser. Et ce bouton aperçu vous montre non seulement les questions, mais aussi tout ce que vous paramétrez au niveau des options est visible aussi dans l'aperçu. Donc, pour le mot de passe à la fin, je l'ai mis dans les commentaires. Hein. Donc, je reviens sur mes commentaires ici. Donc, si les élèves ont au moins 51%, je dis OK, ils ont accès aux commentaires, ou accès au mot de passe pour l'exercice suivant. Donc, je l'ai ajouté ici dans le commentaire. Très bien, le code pour l'exercice suivant est 2, 3, 3, 4 et les élèves vont voir ce code-là à condition d'avoir au moins 51%
Et puis ensuite, ils vont passer à l'exercice suivant. Je vais encore revenir sur cette idée-là de travailler avec les mots de passe pour rediriger les élèves vers des exercices. Ça va revenir tout à l'heure dans d'autres exemples. OK, voilà. Autre chose, c'est l'évaluation de la leçon. C'est un type de widget qui est peu utilisé et pourtant il est assez puissant par sa simplicité. J'ai un exemple ici. C'est un widget qui est très élémentaire parce qu'il a toujours deux questions. Il y a toujours deux questions dans ce widget. Vous pouvez changer la question, mais vous ne pouvez pas vraiment changer le format ou le type de question. Donc, as-tu bien compris le cours d'aujourd'hui? Les élèves vont répondre par un smiley et indiquent ce que tu ne comprends pas. Ils peuvent écrire un texte. Et l'idée, c'est donc d'utiliser ça comme billet de sortie à la fin du cours. L'idée n'est pas d'y passer trop de temps, ça prend 2-3 minutes. L'élève va compléter ça et vous avez tout de suite un feedback sur la compréhension de la matière par les élèves. Donc, où trouver ce type de widget? Si je vais ici vers mon compte et je crée un nouveau widget, c'est le tout premier type de widget, évaluation de la leçon, poser deux questions à la fin. Donc, ici, vous pouvez changer les questions et puis c'est ça, c'est comme ça que ça sera affiché pour les élèves. Si vous dites, j'aime bien l'idée, mais je veux quand même ajouter, je veux plutôt ajouter une question audio qu'une question où les élèves doivent écrire la réponse ou au lieu des smileys, je veux un QCM avec oui ou non ou autre chose. Là, ça ne sera pas possible dans l'évaluation de la leçon, mais vous ajoutez tout simplement un quiz ou une feuille de travail avec une ou deux questions et vous pouvez reproduire cette idée-là dans une feuille de travail. Et c'est ce qu'on a fait nous aussi. On a ici, dans un groupe, il y a, je pense, près de 60 types de widgets. Ça a été fait par un de nos stagiaires qui a été très créatif. Et ici, il n'y en a presque pas qui sont du type, ou même pas, qui sont du type évaluation de la leçon. Ce sont des tableaux blancs ou des feuilles de travail. Et je vais regarder, par exemple, donner votre top 3 des choses que vous avez apprises aujourd'hui. Ou avec un feu, comment vous vous sentez aujourd'hui à la fin du cours et commenter parce que l'élève peut toujours écrire ici. Donc, tout ceci se trouve dans un groupe. Je vous envoie la présentation dans les jours à venir. Je vous envoie la présentation. Donc, vous aurez tous les liens qui se trouvent dans ma présentation avec aussi le lien vers le groupe où vous pouvez aller regarder et trouver de l'inspiration. Donc, très intéressant cette idée d'évaluation de la leçon. Et même avec un smartphone, les élèves peuvent répondre en 2-3 minutes. Et puis, il y a bien sûr le WebQuest. Et le WebQuest permet aussi de travailler selon le niveau de maîtrise. Tout d'abord, le WebQuest, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue technique, c'est un petit site web que vous pouvez créer avec beaucoup de widgets. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est une sorte de parcours d'apprentissage où vous allez guider les élèves à travers des documents, des vidéos, des exercices. Je vous montre un exercice et donc dans la présentation, il y a aussi le lien vers une vidéo qui vous montre en 30 minutes comment créer des WebQuests. Mais donc ici, vous avez un exemple
c'est en anglais, donc pour des cours d'anglais sur les pays, les nationalités et les langues. Et comme je disais, c'est un petit site web, donc il y a des onglets en bas, il y a des vidéos qui sont intégrées, il y a un peu de théorie, comme ici, comment dire qu'on vient d'un certain pays en anglais, comment dire sa nationalité. Voilà, l'élève va lire ça, le prof va en parler en classe. Et puis, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie exercice. Et là, on peut faire des exercices. Donc ici, le prof propose aux élèves de faire ces deux exercices qu'on retrouve ici. Donc l'élève va cliquer sur l'exercice, faire l'exercice, et en fonction du résultat, ici c'est avec la question audio, donc l'élève va faire de l'expression orale, va enregistrer certaines réponses. En fonction du résultat, l'élève sera redirigé vers soit le groupe jaune, soit le groupe mauve. Donc, en fonction du résultat, ils vont tomber sur cet exercice-ci ou un autre exercice ici. Donc, là aussi, au sein d'un WebQuest, il y a un moyen de diriger les élèves vers deux endroits différents ou vers deux exercices différents. Ça pour le WebQuest. Et donc, ce qui est très chouette, c'est de combiner cette idée, de travailler avec les deux groupes et de concrétiser ça dans le WebQuest et de travailler avec ce concept de mot de passe et de mot de passe que vous mettez dans les commentaires et dans la partie mot de passe démarrage pour être certain que les élèves font les exercices qui correspondent à leur niveau. Le WebQuest, c'est une manière pour faire un parcours d'apprentissage. L'autre, c'est le planificateur. Et là, on a un webinaire qui aura lieu dans quelques semaines. Donc, le lien se trouve aussi ici dans la présentation. Je ne vais pas le mettre dans le chat parce que vous aurez la présentation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que le planificateur est très intéressant aussi. Je vous donne un autre exemple ou un exemple du planificateur. Il y a toutes les instructions ici. Je vais vous raconter ça, comme ça vous ne faites pas le lire. L'élève va trouver ici des exercices et l'idée, c'est de faire les exercices dans l'ordre proposé. Vous voyez que là aussi, parfois, il y a de l'audio, parfois, il n'y en a pas. Donc, l'élève peut écouter en cliquant ici. Cette vidéo, voilà, il va écouter les instructions. Et donc, il va commencer par la vidéo. OK. Une fois qu'il a regardé la vidéo, il va cocher. OK, j'ai fait la première étape. Je peux donc passer à la deuxième étape. Il va faire cet exercice-là. Voilà. Et quand l'élève a terminé tous les exercices, il peut en ajouter des exercices supplémentaires avec la petite icône en haut à droite, le petit plus. Il peut lui-même aller chercher des exercices supplémentaires. Et là aussi, ça peut être en fonction du niveau de l'élève. Donc, peut-être que le dernier exercice ici, c'est un test de niveau. Et en fonction du résultat, vous dites à l'élève, OK, toujours avec les commentaires automatiques, tu fais d'abord deux exercices verts où tu as déjà le niveau le plus avancé. Tu fais les exercices en rouge. J'invente, je ne connais pas par cœur, mais c'est dans les instructions, on retrouve ici, hein, ça va de facile au plus difficile, les différentes couleurs que vous voyez à droite dans les petites cartes. Ça permet d'indiquer un certain niveau pour chaque exercice. Et donc, les élèves vont eux-mêmes choisir, mais en respectant le niveau qui a été constaté par un exercice précédent ou par le prof. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Pour paramétrer tout ceci, je ne vais pas le montrer ici. Je vous invite au webinaire sur le planificateur, qui est donc un outil très intéressant. Voilà, une fois qu'on a le niveau ou qu'on connaît le niveau des élèves,
il y a différentes possibilités. Je vous ai montré tout à l'heure, quand je donnais les exemples pour l'audio, les deux exemples avec l'exercice où les élèves doivent faire des paires, et il y a aussi le jeu de mémoire, et faire des paires est plus facile. Donc, si vous travaillez avec ça et vous avez certains élèves qui sont déjà plus avancés, proposez à ces élèves-là de faire le jeu de mémoire et aux autres de faire l'association des paires. Et peut-être ils vont avoir besoin d'autant de temps, mais l'un des deux groupes a eu un exercice un peu plus avancé. La machine à sous, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup dans vos cours, mais ce qui est chouette, c'est de l'intégrer dans une feuille de travail fractionnée. J'avais montré tout à l'heure dans la feuille de travail fractionnée comment ajouter une vidéo YouTube. On peut aussi ajouter une machine à sous dans la feuille de travail fractionnée. Et ici, j'en ai deux, ou j'ai deux versions. C'est un exercice d'expression écrite. On demande aux élèves d'écrire une petite histoire avec les 3 emojis qu'ils voient ici. Voilà, donc là, ils doivent écrire avec ces 3 éléments-là, alors que d'autres élèves de la même classe vont faire presque le même exercice, mais vous voyez qu'il y a une roue en plus dans leur machine à sous. Et donc, forcément, le défi est encore un peu plus grand que quand il n'y a que 2 ou 3 roues dans la machine à sous. OK. Je ne sais pas si vous utilisez souvent ce widget-ci avec les mots à rechercher, mais dans les paramètres, vous pouvez choisir comment les mots doivent être affichés. Est-ce que les mots vont tous être comme ça, ou est-ce qu'il peut y avoir des mots qui sont en diagonale ou à l'envers? Ce sont des choses à paramétrer, et donc là aussi, vous pouvez jouer avec les options pour créer 2 versions. OK. Je reste dans l'idée de varier selon le niveau de maîtrise avec une nouveauté. Ça a été ajouté il y a quelques semaines aussi pour renvoyer le feedback, et je vous montre ça dans mon widget, ou dans mon compte plutôt. Donc, voilà. J'ai ici un exercice qui a été fait par 5 élèves, et déjà là, on peut commencer à au moins constater le niveau, hein, parce qu'ici, je vois tout de suite, OK, c'est Benoît qui n'a pas bien compris la matière. Pour les autres élèves, ça va très bien. On clique sur Benoît et on a ses résultats. Mais ce que je voulais vous montrer ici, la petite nouveauté, c'est une fois que vous avez corrigé les travaux des élèves et que vous voulez renvoyer tout ça, vous sélectionnez tous les élèves et vous pouvez renvoyer, restituer les résultats. Mais avant de faire cela, cliquez sur la roue dentée en haut, à côté du nom de l'activité, du nom du widget. Si on clique ici, on peut configurer l'affichage des commentaires des étudiants. C'est assez long comme description. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ici, vous paramétrez dans le PDF que les élèves vont recevoir, qu'est-ce qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils vont voir les points? Ici, ils vont voir les points par question, mais pas le total. Vous voyez le petit aperçu en bas qui vous donne une idée de ce que les élèves recevront. Ou vous dites, les points, ce n'est pas intéressant, ils regardent trop les points, je veux qu'ils regardent surtout les réponses. Vous pouvez désactiver ça. Afficher vrai ou faux, ça veut dire afficher ce qui est vrai ou faux dans les réponses des élèves. Donc, afficher les bonnes et les mauvaises réponses de l'élève. Donc, ici, il va voir… donc, ce qui, je pense, est intéressant, c'est de faire ceci. Il va voir, OK, là, je me suis trompé. Par contre, le troisième, c'était correct, mais on ne va pas lui donner le fait que la première réponse était correcte aussi.
donc avec les pointillés, ça, c'est aussi une bonne réponse. Donc, il y a moyen de jouer avec les options en fonction de la situation, mais il y a surtout moyen de paramétrer ceci encore au niveau des élèves individuels. Donc, imaginons que je dis, OK, par défaut, je donne le tout. Je vais plutôt faire l'inverse. Par défaut, je ne donne pas trop d'informations aux élèves. Je vais juste leur montrer ce qu'ils ont vrai ou faux. Et les commentaires, bien sûr, seront toujours affichés. Mais pour Benoît, on va aider Benoît. Et donc ici, vous voyez le petit bonhomme. Et si vous cliquez à côté, vous voyez global, ça veut dire l'option par défaut. Et donc, pour Benoît, on va quand même donner accès aussi aux bonnes questions. Et là, je vois plus le global et je vois la petite icône en bleu. Ça veut dire que pour lui, il y a un paramétrage spécifique à lui. Donc, lui, il n'a pas les options par défaut qu'on a paramétrées ici. On peut différencier à ce niveau-là aussi, donc différencier au niveau des commentaires. OK. C'est beaucoup d'informations, mais donc vous aurez aussi l'enregistrement de ce webinaire si vous voulez revoir certaines choses. Et il y a une autre nouveauté, et là c'est vraiment nouveau parce que ça a été lancé hier, c'est la question par rubrique qui peut être complétée par les élèves et ou par les enseignants en fonction de votre usage. Donc ça peut devenir un outil d'auto-évaluation pour les élèves. Ça peut aussi être une grille d'évaluation si vous donnez un cours de langue et vous faites un exercice d'expression orale et vous voulez évaluer les élèves sur 4 critères que vous formulez. Là, ça sera à vous de les évaluer. Donc, vous créez cette grille d'évaluation. Ça ressemble à quoi? Donc, j'ai toujours un exercice sur l'Europe. L'élève va faire l'exercice et à la fin, il va répondre, il va cliquer sur les affirmations qui correspondent à la situation de l'élève. Par exemple, pour l'étude, oui, j'ai étudié la matière, mais j'aurais pu faire mieux. Oui, le sujet m'intéresse ou pas du tout, je ne vois pas l'intérêt de cette matière. Oui, j'ai besoin d'explications et exercices supplémentaires et je ne me sens pas encore prêt pour l'examen. Mais ce sont des informations qui peuvent être très utiles pour ensuite appliquer la différenciation dans vos cours, bien sûr. À quoi est-ce que ça ressemble pour le prof qui reçoit tout ceci? J'ai un exemple, il n'est pas ici, il est, je pense, ici. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, il est peut-être quand même ici. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait cet exercice-là et je vois que Sarah a un très bon résultat, même un excellent résultat parce qu'elle a 11 sur 11. Par contre, si on va regarder les réponses dans l'auto-évaluation, elle dit « Oui, j'adore le sujet, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. » Donc, peut-être elle sous-estime ses compétences ou ses capacités. Et la petite icône ici indique que c'est la réponse de l'élève. Donc, elle ne se sent pas prête pour l'examen parce qu'il y a le petit smiley ici qu'elle a choisi. Vous pouvez dire si tu es prêt pour l'examen. Donc là, en bleu foncé, c'est l'évaluation du prof dans cette même grille d'évaluation ou rubrique, comme on l'appelle également. Donc ça, c'est Sarah, mais on va regarder Nicolo. Nicolo a aussi de bons résultats et lui, il est confiant. Donc, c'est une autre situation. C'est presque le même résultat en chiffres, mais c'est un autre résultat au niveau de
de l'estime de l'élève et de sa situation à elle. Ici, c'est encore différent. On a un élève avec de très mauvais résultats et par contre, il se sent vraiment prêt pour l'examen. Donc, voilà. Et on peut regarder, donc ici, la troisième question, on peut dire oui, si tu as besoin d'explications supplémentaires. Et on peut peut-être le mettre ensemble avec Frédéric ou avec Nicolo parce que lui avait les bons résultats et il se sentait confiant pour expliquer ça aux autres. Donc, on peut peut-être mettre ces deux élèves ensemble. Ce sont des possibilités avec cette grille d'évaluation. Voilà, je continue. Je vous avais prévenu qu'il y avait beaucoup de choses, mais on avance. On peut aussi varier selon le rythme ou différencier selon le rythme. J'en ai déjà parlé. Hein. Si vous ajoutez de l'audio ou de la vidéo, ça permet à l'apprenant de faire l'exercice et de regarder la vidéo ou écouter l'audio à son rythme à lui, de mettre en pause, de répondre aux questions. Donc, ça, c'est toujours intéressant et c'est très facile dans BookWidgets. Mais quand on parle de travailler selon leur rythme et donc forcément aussi travailler un peu de manière individuelle, il y a certains widgets qui permettent de le faire ou qui facilitent de le faire, notamment le WebQuest dont on a déjà parlé. Donc, je pense que l'exemple ici, c'est encore un autre exemple qui est intéressant aussi parce qu'on explique aux élèves qui doivent faire des exercices qui sont classés selon les 3 niveaux, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et ils doivent rassembler 12 étoiles. Donc, ils peuvent, par exemple, faire 3 exercices à 1 étoile, 3 exercices à 2 étoiles ou un exercice à 3 étoiles. Ou d'une autre façon, ils doivent avoir au moins 12 étoiles à la fin et ils doivent faire au moins un exercice à 3 étoiles. C'est ce que je leur demande dans la consigne. Et donc, ils vont faire les exercices et ils trouvent ici les exercices classés selon la difficulté, ici avec le nombre d'étoiles. Donc, là aussi, c'est un exercice ou un ensemble d'exercices que les élèves vont faire à leur rythme. Le planificateur, ça, c'est, je pense, le même que vous avez déjà vu. Hein. Donc, ça, c'est mon planificateur de tout à l'heure qui permet aux élèves de travailler à leur rythme. Et puis, il y a aussi la liste de contrôle qui est un widget très élémentaire, mais qui peut être très puissant aussi. J'ai créé une liste de contrôle pour résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques. Et si vous avez des élèves qui, dans un exercice de maths ou de sciences, quand ils doivent résoudre un problème, ne savent pas par où commencer, qui sautent des étapes, ben, vous pouvez utiliser ceci. Je vois que j'ai été un peu… je n'aurais pas dû mettre les nombres parce que les nombres se mettent automatiquement. Donc, dans une prochaine version, j'enlèverai les nombres, mais vous avez compris le principe. On a ici 3 ou 4 étapes et on peut aussi ajouter une étape avec des sous-étapes comme l'étape 3. Et l'élève va tout simplement cocher ce qu'il a fait. Il n'y a pas plus que ça, donc ce n'est pas très compliqué, mais ça peut être très, très pratique aussi. Voilà, donc ça, c'est la liste de contrôle. Si vous ajoutez un nouveau widget, c'est tout à la fin, un des derniers widgets, le dernier ou l'avant-dernier, c'est la liste de contrôle et le planificateur se trouve juste à côté. Donc, ces deux-là sont peut-être un peu moins utilisés alors qu'ils ont un potentiel intéressant aussi. Toujours selon les préférences, ou pas toujours, non, c'est la dernière catégorie, si je ne me trompe pas. Donc, avant, c'était selon le rythme, ici, c'est selon les préférences. Bon, ça se rejoint un peu. Hein, mon exemple que vous avez vu avec les étoiles, c'est le même, c'est une combinaison du rythme et des préférences. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de sortir un peu du cadre du pur numérique et de travailler avec des QR codes que vous mettez dans différents coins de votre salle de classe. Les élèves scannent et font les exercices et chaque coin
peut être selon un thème ou selon un certain type d'exercice. Ici, dans le WebQuest, pour des cours de langue, j'ai un exemple avec différents exercices sur les fruits et légumes en allemand, et on demande aux élèves de travailler ici peut-être un quart d'heure sur ce WebQuest, et ils ont le libre choix de faire les mots croisés ou de faire les jeux de mémoire. Donc, c'est vraiment à eux de choisir un exercice et de le faire selon leur propre intérêt ou leur propre préférence à ce moment-là. Voilà, donc il y en a beaucoup. Les élèves adorent généralement faire ce genre de jeu, ce genre d'activité un peu plus ludique comme des mots croisés. Il y a des exemples, mais je ne vais pas vous montrer tous les exemples, mais voilà, ce sont des exemples de nouveau ici sur le vocabulaire. Donc, allez surtout tester. Il y a plus de 40 types de widgets dans BookWidgets, et je pense qu'on voit beaucoup de quiz, beaucoup de feuilles de travail et feuilles de travail fractionnées, mais les autres peuvent avoir leur intérêt aussi, et notamment dans le cadre de la différenciation. Donc ici, c'est un quiz, mais même dans un quiz, il y a des types de questions qui sont moins utilisées et qui pourtant sont très intéressants, comme ici, la question de regroupement. Donc, on a plusieurs éléments. On a l'audio. Une banane. Qu'on va combiner avec l'image, et on va mettre le mot avec. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en memory dans une feuille de travail ou en quiz? Oui. Comme vous l'avez vu avec mes exemples de la machine à sous, qu'on peut inclure aussi dans une feuille de travail. Là, c'était dans une feuille de travail fractionnée. C'est possible. Je propose de montrer ça à la fin du webinaire. De toute façon, j'ai bientôt terminé. J'ai encore quelques éléments à vous montrer, puis je vais plonger dans vos questions. Alors, une petite astuce encore. Donc, on a fait le tour des différentes manières d'appliquer les 4 éléments qu'on avait repris de la définition que j'ai montré tout au début. Et puis, encore certaines choses, certaines options qui peuvent être intéressantes, c'est jouer avec le langage. Et je pense que dans les 3 versions que je vous ai envoyées au début, il y avait encore un élément, et peut-être vous ne l'avez pas remarqué, et je vais essayer de retrouver cet exercice-là. Donc, c'était celui-ci. Je pensais avoir ajouté quelque chose, mais je me trompe, ce n'est pas le cas ici. Donc là, vous n'avez pas pu le remarquer. Mais on peut… je mélange deux choses. Vous avez peut-être remarqué dans le titre que je n'ai pas mis groupe faible, groupe avancé. C'est assez stigmatisant. Et j'avais mis des petites couleurs. Donc, si je reprends quand même mon exemple que j'ai ici, j'ai mis un petit carré à chaque fois d'une différente couleur. Donc, ici, en haut à droite, vous l'avez à côté du titre. Et ça, c'est en ajoutant des emojis. Donc, si j'ajoute un nouveau quiz, je vais ici dans les widgets et je vais créer un nouveau widget, par exemple un quiz, je peux ajouter ici des emojis. Donc, je peux écrire Union européenne pour rester dans le même thème. Et ensuite, si c'est pour le groupe avancé, je peux avoir une certaine icône dont moi je connais la signification, les élèves pas forcément. Et normalement, je pensais trouver ici quelque part dans les options la possibilité d'ajouter les emojis avec un clic droit, mais je ne vois pas tout de suite. Ça varie en fonction du navigateur, je pense. Mais il y a aussi des raccourcis, et avec un
un Mac ici, c'est soit la touche FN, soit un raccourci que je vous montre tout à l'heure. Et là, on peut retrouver tous les widgets, tous les emojis que vous connaissez. Et là, on peut utiliser certains caractères ou certains emojis pour une certaine signification que vous donnez. Donc, je reprends ma présentation qui est ici. Et là, vous avez les raccourcis sur un ordinateur Windows. C'est le drapeau Windows et le point-virgule que vous mettez en même temps. Sur un Mac, soit la touche FN, soit le raccourci contrôle plus commande plus espace. Et puis, vous pouvez vous-même changer le langage utilisé dans BookWidgets. Je vous montre ça également. Donc, j'ai créé ici un nouveau quiz sur l'Union européenne. Et par exemple, je n'ai pas encore ajouté de questions, donc je n'ai pas grand-chose ici. Je vais juste très vite ajouter une question. Quelle est la capitale de la Belgique? Voilà, on regarde l'aperçu. Et ici, j'ai une phrase que je n'ai pas ajoutée moi, qui est une phrase par défaut de BookWidgets, et j'ai le bouton « Envoyer ». Donc, clique sur le bouton « Envoyer » pour envoyer ou reviens en arrière pour revoir tes réponses. Si dans ces phrases-là, il y a des mots qui sont trop compliqués pour vos élèves ou des mots qui ne correspondent pas à l'usage ou au vocabulaire que vous utilisez habituellement dans votre école ou dans vos cours, vous pouvez changer ça. Comment? C'est sous localisation. La langue actuelle, c'est le français. Donc ici, j'ai le français, mais vous pouvez créer vous-même une traduction. Et je peux écrire français simplifié. Par exemple, ce nom-là n'est pas visible pour les élèves, uniquement pour moi. Et vous allez vous-même traduire. Par contre, ici, il m'a mis tout en anglais. Est-ce que j'ai fait une erreur? Donc, on a le français. Enregistrer une copie de cette langue. Français 2. Je vais essayer encore une fois. Voilà. J'ai dû faire une fausse manipulation tout à l'heure. Ici, j'ai français 2. Et si vous dites terminer, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas encore. Je préfère le mot prêt. C'est possible. Vous le changez et ça sera ce mot-là qui sera affiché. Et par exemple, je reviens sur l'aperçu de mon quiz. Le bouton « Envoyer », vous dites « c'est OK », mais pour visualiser un peu, j'aimerais y ajouter une enveloppe. C'est possible. Je vais d'abord chercher le mot « Envoyer » et j'utilise le raccourci « CTRL-F » pour retrouver le mot « Envoyer ». Il est là 2 fois. Bon, on va faire pour les deux. Donc, j'ai envoyé et je veux ajouter cet emoji. Donc, j'utilise le raccourci comme tout à l'heure. On va ajouter une enveloppe. Voilà. Pourquoi pas l'enveloppe avec la petite flèche. Et je fais la même chose ici. Je regarde l'aperçu. Et j'ai maintenant à côté du bouton « Envoyer » l'enveloppe avec la petite flèche. Et je l'ai également ici. C'est pour ça qu'on devait l'écrire 2 fois. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder un peu ce langage par défaut de BookWidgets. Alors, je retourne vers ma présentation. Oui, les emojis, c'est très visuel, c'est le langage de vos élèves, donc ça peut être utile de l'utiliser de temps en temps, sans exagérer, bien sûr. OK, et une dernière chose, c'est le live, bien sûr, et je vous mets encore une fois un lien dans le chat.
C'est un petit quiz sur BookWidgets. Donc, je vous demande de compléter, d'ouvrir ce lien que vous trouverez dans le chat et de répondre aux questions. Et moi, en même temps, je vais ouvrir ici la vue du prof pour voir ce que vous êtes en train de répondre. Voilà, je vois que David, Anne-Pascal et Barbara, vous avez commencé. Très bien. Alors, les autres, vous êtes où? Ah, Jérôme arrive. Oui, il faut un compte Google. J'ai oublié de préciser. Donc, si vous n'avez pas de compte Google, ça peut être un compte de l'école ou un compte personnel, vous ne pouvez pas faire l'exercice aujourd'hui, mais vous pouvez suivre sur mon écran. Si dans votre école, vous travaillez avec Microsoft, donc avec Teams, ça fonctionne également, hein, mais pour mon exemple-ci, je me suis basé sur un compte Google. Donc, je vois que Anne-Pascal a presque terminé, alors que Christine vient de répondre à la première question. Elle a répondu à la deuxième question, mais elle s'est trompée. Donc là aussi, un outil qui permet d'appliquer la différenciation. Et je vois que David est très vite aussi. Donc, je vais cliquer sur David et je vois ce qu'il est en train de répondre. Et il est en train d'écrire ici une réponse à la dernière question. Et donc, je vois tout de suite ce qu'il est en train d'écrire. C'est presque un partage d'écran. Donc, il a répondu, le vrai atout de BookWidget, c'est de donner du feedback immédiatement aux élèves. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment cette possibilité. Donc, ici, j'ai l'aperçu de tous les élèves, mais je peux aussi cliquer sur la question et je vois les réponses à la première question. Voilà, donc ça, c'est la fonction live, très utile en tant qu'outil de suivi, mais aussi en tant qu'outil qui permet de faire de la différenciation. Et je vois maintenant des petites enveloppes pour ceux qui ont renvoyé leur réponse, donc ceux qui ont cliqué sur « Envoyer ». Voilà, vous avez compris le principe. J'ai un deuxième exemple. C'est aussi un exercice que je vais suivre en live. Donc, vous pouvez terminer celui-ci, même si vous n'avez pas encore répondu à toutes les réponses. Je vais regarder le deuxième, qui est justement une évaluation de la leçon, pour vous montrer comment ça s'affiche pour les élèves. Et vous voyez que moi-même, j'ai fait 2 tests. Voilà, je vois Anne-Pascal qui a cliqué sur le smiley positif parce que j'ai le vert. Je peux cliquer sur… ah non, ici, je ne peux pas cliquer. Voilà, je vois du vert. Vous pouvez aussi cliquer sur les smileys un peu moins positifs. Voilà, j'ai du rouge et je vois, ah, j'ai un élève qui a un problème. Donc, c'est un billet de sortie, mais vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, pendant vos cours. À la mi-cours, vous pouvez poser la question, ou au moment où vous venez de faire les explications théoriques et les élèves commencent à faire l'exercice, vous pouvez dire, OK, ici, vous avez ce widget et au moment où il y a un problème, et c'est un problème où vous êtes vraiment bloqué, cliquez sur le smiley le plus négatif. Et si quelqu'un veut bien cliquer sur le smiley neutre, là, normalement, on va voir apparaître du jaune. Et donc, vous pouvez dire aux élèves, si vous avez une question, mais c'est une question qui ne vous bloque pas, si vous pouvez avancer, mettez-le sur le smiley neutre. Comme ça, moi, je vois ici du jaune et je sais que je viendrai vous aider au moment où je suis disponible. Voilà. On peut même utiliser ce système pour faire une sorte de vote en classe. On peut même masquer les noms des élèves.
avec le petit œil que vous avez ici, si c'est un vote anonyme. Donc, il y a d'autres moyens aussi de détourner un peu l'usage habituel de cette évaluation de la leçon. Je vois l'heure qui avance, donc je vais revenir sur ma présentation, mais j'ai bientôt terminé. Il me reste à vous montrer ou à vous donner certains liens. Et on parle toujours des groupes parce que ce sont des vraies mines d'or et tous les profs ne connaissent pas encore tous les groupes intéressants. Donc, j'en ai listé quelques-uns ici, notamment enseignement primaire ou langue moderne Belgique, des groupes que vous pouvez trouver si vous allez dans votre compte BookWidgets. Vous cliquez sur Mes widgets et vous allez sur la partie Mes groupes ici à gauche. Moi, je suis déjà administrateur et membre de certains groupes, donc je dois scroller un peu pour trouver la partie Découvrir des groupes. Et si là, je cherche langue moderne Belgique, je trouve ce groupe-ci où il y a des exercices, par exemple sur des courts-métrages. Il y en a un que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc, je vais regarder celui-ci. Si je me dis, OK, ça, c'est un exercice intéressant, je vais encore une fois le dupliquer vers mon compte. Donc, dupliquer et puis je peux y apporter des modifications. Inversement, si vous avez des exercices intéressants, n'hésitez jamais à les mettre dans les groupes correspondants. Là aussi, il faut prendre votre exercice, dupliquer et puis dans le sens inverse, vous le mettez dans un groupe. Et puis surtout, les autres webinaires, là, je vais quand même mettre le lien dans le chat. Donc, ici, vous voyez les webinaires. Normalement, vous connaissez cette page parce que c'est ici que vous vous êtes inscrit pour le webinaire que vous êtes en train de regarder. Mais un peu plus bas, vous avez aussi les webinaires enregistrés auparavant et c'est là qu'on va ajouter également l'enregistrement de ce webinaire-ci. Donc, je vous mets le lien dans le chat. S'il y a d'autres webinaires que vous aimeriez suivre, n'hésitez pas à vous inscrire. Si le moment ne vous convient pas, inscrivez-vous quand même. Vous allez recevoir l'enregistrement par après. Et puis, notre groupe Facebook francophone, je le mets dans le chat. Donc, ici, c'est un groupe où on annonce notamment les nouveautés comme la question avec les rubriques, mais c'est aussi l'endroit où vous pouvez poser des questions si vous avez besoin d'inspiration ou d'un peu d'aide. Si c'est une aide un peu plus technique que vous cherchez, n'hésitez jamais à envoyer vos questions à support@bookwidgets.com. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, on va passer aux questions et réponses.